Là, tu vois, t'es au cœur de l'Afrique, pas n'importe où. T'es au Mali, bien au centre du chaos, de l'histoire et des intérêts géopolitiques qui dépassent l'entendement. Imagine un instant un pays dont la capitale Bamako, située à 1280 km de Dakar, aussi proche de Niamey, la capitale du Niger, et de Conakry en Guinée. Un carrefour entre les Maghreb, l'Afrique subsaharienne et tout un tas de routes migratoires. Tu es déjà réfléchi ou tu fais juste comme si tu savais tout ça et que tu t'en foutais? Quand on parle du Mali, on parle d'un carrefour géographique, pas du genre où tu vas faire du tourisme, non. Le Mali est la pièce maîtresse du puzzle géopolitique. Pas parce qu'il a un PIB super ou des autorités dernier cri, non, on n'est pas là pour parler des prospérités. Le Mali est essentiel pour trois raisons fondamentales: sa position géographique, son histoire marquée par la colonisation et ses luttes internes, bien sûr. Les enjeux de pouvoir se jouent sur son territoire. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends rien à ce qui se passe dans les Sahel. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde. Pas mal de gens oublient qu'on parle d'un pays en plein cœur du tourisme. On parle du Mali. Mais pourquoi est-ce qu'on parle si souvent des pays à l'échelle mondiale? La réponse, elle est simple. La géopolitique, c'est là où les intérêts s'y croisent, où les lignes se dessinent. Le Mali, c'est un truc du fou. Pour l'Europe, c'est la paire de la migration. Pour la Russie, c'est l'occasion de tordre un bras à l'Occident via Wagner, cette milice privée qui fait tout sauf offrir un service de café aux dirigeants. Pour les États-Unis ou la Chine, c'est la sécurisation des flux économiques, la chasse aux ressources minières ou tout le bazar autour de métaux rares. Ces petits pays, un tout petit coin des terres au centre de tout. Si tu ne vois pas l'importance de tout ça, laisse-moi te donner une idée encore plus frappante. Imagine que le contrôle du Mali signifie que tu peux verrouiller ou ouvrir le vent du chaos. Et tu sais ce que cela veut dire? Ça veut dire que les puissances extérieures, elles ne jouent pas à la marelle. Elles jouent à ouvrir ou à fermer la porte du destin de tout le continent. Oui, un continent, parce qu'à ce niveau-là, ce qui se passe au Mali affecte bien plus que le Mali. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse. Le Mali, c'est aussi un terrain de jeu pour des jeux d'influence. C'est comme un supermarché d'opportunités géopolitiques où chaque acteur tente de trouver sa place entre les insurrections djihadistes, les conflits communautaires, les routes migratoires et les trafics de toutes sortes. Ces trois éléments s'entrelacent comme un montre hybride, un nitre qui se nourrit de la misère des divisions locales. Si tu comprends ça, tu comprends que la lutte pour le Mali, ce n'est pas une histoire de frontières, c'est une question de contrôle sur l'un des plus grands leviers stratégiques de notre époque. Une anecdote qui te parlera. Lorsqu'on parle de migration africaine, tu as déjà entendu cette vieille regain sur les jeunes qui fuient les guerres et la misère pour se rendre en Europe? Oui, je sais, c'est pas nouveau. Mais laisse-moi te poser une question iconoclaste. Tu crois vraiment que l'Europe plaire sur ces jeunes qui prennent la mer ou qu'elle se fait juste des soucis pour les frontières? Quand le Mali est en proie à des insurrections djihadistes, on y voit des routes migratoires se multiplier. L'Union européenne, elle regarde en mode d'accord, on fait quoi avec le vague qui arrive sur nos plages? Tu vois où je vais en venir? Regarde bien, le jeu de pouvoir ici. Si tu maîtrises le Mali, tu peux verrouiller ou ouvrir le vent des chaos. C'est dans le flux migratoire. L'Europe tremble. La Russie se frotte les mains. Les Chinois, eux, savent que sécuriser ces flux, c'est sécuriser des ressources minières. Parce que derrière le Mali, ce sont des montagnes de matières premières, du lithium, du cuivre, de l'or et un tas d'autres trucs qu'on ne voit même pas. Sans parler de voies commerciales qui passent par là, donc le contrôle d'un enjeu majeur. Mais là, je te demande franchement, pourquoi le Mali et pas un autre pays? Parce que ce pays est au centre de ce qu'on appelle la région du Sahel. Il n'est ni le plus riche, ni le plus développé. Et sa position, son histoire et sa place dans cette mosaïque des conflits en font une pièce maîtresse incontournable. Comme une clé de voûte qu'on ne voit pas, mais qui maintient tout en place. Et tu sais quoi? Cette clé, elle pourrait bien faire basculer un système tout entier. Il ne suffirait pas de tirer sur des drones maliens qui survolent la zone pour changer ça. Non. Ces pays, on le contrôle ou on le perd. Ceux qui le perdent, ce sont ceux qui payent le plus fort. À ce point-là, on a déjà vu que la plupart des analystes géopolitiques, mais t'as pas encore vu tout. Parce qu'il faut maintenant s'intéresser à l'histoire. Parce que comme disait Jacques Le Goff, il n'y a pas de paix sans mémoire. Alors, si tu veux comprendre pourquoi le Mali et l'Algérie sont alliés de manière aussi complexe, il est temps de plonger plus profondément. Pas dans la surface de fait, mais dans ce qui forge ces relations, ce qui continue de façonner les décisions aujourd'hui. Alors, prête à en savoir plus sur ce qui se cache derrière le carte des frontières. L'histoire coloniale, c'est un vieux plat moisi qu'on plaque au fond du frigo. Ça pue, mais personne n'a le courage de l'ouvrir. Et pourtant, si tu veux comprendre les tensions entre l'Algérie et le Mali, t'as pas le choix, il faut soulever les couvercles. On parle des deux territoires qui ont été sculptés à coups de ciseaux coloniaux. L'Algérie colonisée dès 1830 a été intégrée à la France comme trois départements. Une colonie à part, presque schizophrène. Le Mali, lui, faisait partie de l'Afrique occidentale française, AOF. Cette confédération conçue non pas pour civiliser, mais pour piller méthodiquement.
On t'a déjà parlé du code de l'indigène. Ce petit bijou juridique voté en 1881 par le français permettait de punir arbitrairement les indigènes sans jugement. Une démocratie à géométrie coloniale, une sorte de proto-loi martiale permanente. Bref, un chef-d'œuvre de barbarie administrative. Et ce découpage, il a laissé des cicatrices. Tu savais par exemple que la frontière entre le Mali et l'Algérie était une ligne absurde dessinée à la règle quelque part par des bureaux moisis du gouvernorat colonial. Une frontière née du vide, sans base historique ni réalité sociale. Résultat, des communautés arabes, Sangaï ou Peul ont été découpées comme un rôti de bœuf, certains à cheval sur des pays sans État, sans avenir, sans sécurité. Tu veux comprendre pourquoi il y aura tant de contrebandes, des rébellions et des tensions ethniques. Commençons par là. Et ne crois pas que tout appartient au passé. La France-Afrique n'est pas morte, elle a juste changé de costume. Aujourd'hui, c'est l'ONU, la CEDEAO, Barkhane, Wagner ou tout le bazar. Même les accords d'Algérie de 2015 censés pacifier les nords du Mali sont au chaos de cette gestation coloniale absurde, où des puissances extérieures jouent les arbitres des matchs qu'elles ont elles-mêmes sabotés. Étude éclairante. Le politologue Jean-François Bayrou parle de politique des ventres pour désigner la manière dont les élites postcoloniales africaines ont hérité des réflexes de prédation de l'administration coloniale. Ce n'est pas une simple continuité historique, c'est une condamnation structurelle. Entre nous, les conséquences sont toujours là. Méfiance, instabilité, chronique sentiment d'humiliation collective. Mais attention, le vrai poison, ce n'est pas le colonialisme, c'est l'amnésie. Tu ne sais plus comment tu as été brisé, mais tu ne sais plus comment te réparer. Un général français en retraite disait dans un colloque à Paris, les tourags des nomades comprennent que par la force. Ça te choque, ça devrait. Parce que cette phrase n'a pas été prononcée en 1905, mais en 2012. C'est-à-dire, si l'héritage colonial a encore de beaux jours devant lui, alors tu vois, le frontière Mali-Algérien, ce n'est pas juste un trait sur une carte, c'est une plaie à ciel ouvert. Et c'est là que le véritable théâtre commence. Tu sais ce qu'une frontière dans les déserts, c'est comme dessiner une limite avec un doigt sur la fumée. Entre le Mali et l'Algérie, c'est 1376 km de néant, des dînes, des montagnes, des trafics, des rébellions et d'alliances tribales qui changent plus souvent qu'un ton de mots passés par Gmail. Ce n'est pas une frontière, c'est un vortex. Là-bas, au lieu de parler de géographie, faut parler de posérité. Tu vois, cette frontière ne sépare pas des États modernes comme sur des cartes scolaires. Non, elle traverse des territoires, des communautés arabes, parfois hostiles à Bamako, autant qu'à Alger. Résultat, un Far West subsaharien. Sauf qu'au lieu des cow-boys, tu as des contrebandiers, des groupes armés, des milices locales et des agents infiltrés. Une symphonie chaotique jouée sur des Kalachnikov et des Toyota Hilux. Mais pourquoi ça reste aussi ingérable? Parce que l'État malien n'a jamais réellement contrôlé son nord. Depuis l'indépendance, le désert est resté une zone d'ombre, loin des Bamako, loin des préoccupations du pouvoir central, et quand l'État se retire, d'autres ont pris la place. Bandits, groupes djihadistes, milices indépendantistes. Parce que l'Algérie ne veut pas que ce désert devienne un trou noir. Elle les surveille, oui, et le manipule aussi, avec les DRS, ex-service secret algérien. Elle infiltre, finance et négocie, divise pour éviter les incendies du Mali ne traversent la frontière, elle ne vienne consumer son propre sud. Là où viennent les tourags algériens est aussi bien remonté comme l'Alger. Anecdote hilarante et tragique, en 2013, lors de la guerre au nord du Mali, les services français auraient intercepté une conversation entre deux chefs tourags. Disaient, c'est qui notre patron cette semaine? Les Algériens ou les Français? Ce n'est pas une blague, c'est juste les refus d'une guerre par procuration où les alliances changent plus vite que les hashtags circuitaires. D'après un rapport d'Ismails, en 2009, plus de 70% d'armes circulant dans le nord du Mali proviennent de Libye, post-Kadhafi ou d'Algérie. Des armes qui traversent une frontière censée être sécurisée, l'illusion de la maîtrise est totale. Au milieu de tout ça, une mission onusienne qui, comme un sketch absurde, patrouillait dans le pick-up blindé tout en évitant soigneusement de déranger le vrai patron du coin, le chef de milice, le mafia local et parfois le service algérien eux-mêmes. Alors t'en penses quoi? Tu penses que la frontière malien-algérien était une ligne? Non, c'est une fracture tectonique, une faille sismique entre deux logiques, celle de l'État-nation imaginaire et celle des territoires fluides de loyauté mouvante et d'élite éternelle pour le pouvoir local. Tu sais ce qui rend cette frontière explosive? Ce qui elle est à la fois invisible et essentielle. Alors, Algérie et Mali, deux pays, une frontière et une immense comédie géopolitique. On nous a appris à penser les frontières comme des lignes sacrées, comme si elles étaient tombées du ciel, gravées à l'encre divine, mais cette frontière-là, c'est une cicatrice. Mieux, une fiction, un mensonge utile pour les États, un cauchemar pour le peuple. Car la vérité, c'est que ni Bamako, ni Alger ne contrôlent vraiment ces déserts.
Ce sont des États cartographiés mais pas incarnés. Des États aux frontières théoriques mais à l'autorité virtuelle. Ce que les géographes Yves Lacoste appellent avec un sarcasme délicieux des États en peau de chagrin. Et là, je te pose une vraie question géopolitique. Qu'est-ce qu'un pays dont le Nord devient un no man's land diplomatique, un État failli, un terrain de jeu pour des puissants étrangers ou pire, un instrument dans une guerre par procuration que personne n'ose avouer? Tu veux vraiment comprendre ces conflits? Oublie les communiqués de presse, les sommets de l'Union africaine ou les déclarations d'intention à Genève. Va regarder du côté de Tanzawaten, de Kidal, ou regarde ce qui se passe quand un camion de contrebande traverse la frontière avec la bénédiction des 4 milices rivales. Regarde comme un chef local peut être à la fois un ancien du MNL, un collaborateur du DRS algérien, un partenaire des Berkane et les cousins du chef d'un réseau de trafic d'armes. Oui, bienvenue dans les réels. Dans l'Afrique des profondeurs, celle qui échappe aux analystes en col blanc, mais le peuple est vif à vif tous les jours. Car cette histoire des frontières, ce n'est pas un simple problème local, elle est le miroir de notre incapacité collective. Afrique, Occident, institutions internationales à penser autrement. La souveraineté, la sécurité et même la civilisation, on continue d'imposer aux États nomades, fluides, transfrontaliers, le carcan rigide des États westphaliens, comme s'ils voulaient faire rentrer un fleuve dans un tupperware. Une étude internationale de Chris Group résume tout. Le Nord Mali est devenu un espace de transactions politiques et économiques où les acteurs se redéfinissent sans cesse. Traduction, ici le pouvoir n'est pas hiérarchique, il est relationnel, il ne se décrète pas, il se négocie. Ce n'est pas un État, c'est un marché. Et cela, le vrai drame, tant que l'on insistera pour plaquer des solutions d'État-nation sur des dynamiques des réseaux, des tribus, des clans et des routes, n'aura que des accords mornés, des missions internationales aux annexes et des peuples trahis. Alors cette frontière Mali-Algérie, ce n'est pas un problème de sécurité, c'est un échec de pensée. Une ligne imaginaire qui continue de produire du chaos bien réel. Tu viens d'écouter un épisode qui, j'espère, t'a arraché un peu de vernis intellectuel. Si t'as aimé de faire secouer les neurones, partage cet épisode autour de toi. Pas pour te faire des vies, mais pour qu'on arrête collectivement de confondre carte et territoire et l'on commence à penser en profondeur ce que d'autres veulent qu'on oublie. Abonne-toi au podcast Évolution X pour des analyses qui grattent là où ça fait mal, qui creusent là où le prêt-à-penser survole et qui t'aident à voir l'Afrique et le monde sans les oreillettes de BFM. Et surtout, pense, questionne, déconstruit parce que, comme disait George Orwell, le plus grand ennemi du langage clair, c'est l'hypocrisie. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine détonation.